Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Conversion. Je m'appelle Benoît Saint-Laurent, je suis votre hôte et je suis consultant marketing web et nomade digital, présentement dans un beau pays du Portugal. Il fait très beau aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Là, on a un petit sujet différent aujourd'hui. On va pas juste parler marketing. En fait, on va parler plutôt nomade digital. Donc, c'est un petit sujet, une petite parenthèse qu'on fait aujourd'hui parce que vous le savez, moi, ça fait longtemps ça fait plus que 4 ans que je suis nomade digital, que je voyage à travers le monde tout en travaillant avec mes clients du Canada, puis de partout dans le monde aujourd'hui. C'est quelque chose, évidemment, une thématique qui vient me chercher beaucoup parce que je crois beaucoup en ça, au nomade digitaliste. Moi, ça m'a permis de vivre plein d'expériences incroyables. Puis, il y a quand même pas mal de domaines, plus de domaines qu'on le pense, puis d'emplois, on pourrait dire, dans lesquels c'est possible, en fait, de travailler à distance. Puis je pense qu'avec ce qu'on a, les malheureux événements qu'on a vécu dans les dernières années avec le COVID, on peut le voir que le travail à distance, c'est faisable. Puis là, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le choix de faire avec aussi. Puis finalement, on peut voir qu'effectivement, ça fonctionne. C'est sûr que c'est pas toujours facile, puis c'est définitivement pas fonctionnel pour tous les emplois. Tu sais. Si vous êtes, par exemple, coiffeuse ou peu importe, mais ouais, c'est sûr que nomade digital, c'est difficile. Remarquez que j'ai déjà rencontré une tatoueuse qui était nomade digital. Mais c'est différent un peu le tatou. Je pense que c'est en tout cas. Mais chose certaine, si vous travaillez en ligne ou si vous travaillez avec un ordinateur, du moins, il y a peut-être des bonnes chances que vous puissiez vivre cette expérience-là. Puis moi, je parle à beaucoup de personnes qui justement sont comme oh mon Dieu, quel beau mode de vie. J'aimerais tant pouvoir faire ça. Puis là, ils me racontent un peu leur vie. Puis je suis comme tu sais, avec le travail que cette personne-là il fait, il pourrait facilement faire le saut. Puis il y en a qui le font des fois. Puis je pense qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières années, puis le confinement obligatoire et tout, je pense qu'il y en a qui vont peut-être plus prendre le saut parce qu'on peut le voir maintenant que c'est possible. Mais c'est quelque chose qui est quand même qui est pas encore populaire. Tant que ça, pourtant, c'est quand même plus facile qu'on le pense. Donc, je me suis dit, je vais faire un épisode là-dessus. Mais moi, je suis un pas pire vétéran comme nomade digital, mais derrière chaque Luke Skywalker, il y a son Yoda. Puis là, moi, je vais voir aujourd'hui, le Yoda, j'en ai tout un, c'est Ambroise Debray. Ambroise, en fait, c'est un ami de longue date. Lui, c'est vraiment une sommité dans le monde francophone des nomades digital parce qu'Ambroise, il y a des groupes Facebook, il y a sa page Instagram sur laquelle il partage énormément de contenu sur le nomade digitalisme, quoi faire, etc. C'est vraiment lui la référence. Même moi, honnêtement, c'est ma référence pour un paquet de trucs. Ambroise, c'est lui qui m'a aidé quand je suis parti au début, en fait, avant de partir du Québec, c'est lui que je suis allé voir en premier parce qu'Ambroise, je m'en souviens, on prenait une faux, j'avais rencontré une soupe vietnamienne, en tout cas, faux beau gars. Puis, on parlait. Puis Ambroise m'expliquait dans le fond qu'il partait 6 mois en Thaïlande pour travailler en même temps, puis voyager. Puis moi, j'ai toujours aimé voyager, puis je commençais en marketing. Puis là, ça m'a comme sonné des cloches un peu. C'est vraiment là que j'ai réalisé, attends une minute, c'est vrai que c'est pas trop compliqué dans le fond. Si t'es capable de gérer ta clientèle à distance, puis ton acquisition de clientèle, puis etc., ben peut-être que c'est faisable. Ça m'a toujours resté un petit peu dans la tête, puis éventuellement, quand j'ai fait le move, j'ai évidemment appelé Ambroise en premier. Puis j'ai expliqué dans le fond, là, ça y est, je fais le pas. Puis moi, initialement, j'étais supposé partir 6 mois, puis ça fait maintenant 4 ans. Donc ça, c'est un petit peu le risque quand vous faites ce genre d'activité-là. Des fois, c'est que c'est difficile d'arrêter. Mais en tout cas, c'est ça, Ambroise, c'est vraiment une sommité, il connaît tout. C'est lui qui m'a aidé pour quand je me suis parti, c'est lui qui m'a aidé pour tous mes outils nomades, des extensions, même mon manteau d'hiver ici, en fait, c'est lui qui m'a aidé avec ça, il connaissait un bon site. Fait que Ambroise, c'est vraiment une sommité, puis je suis content de l'avoir parce que les questions qu'on va lui poser sont quand même pas mal intéressantes pour quelqu'un qui veut ou qui songe, puis ou qui veut en savoir un peu plus sur le travail à distance, le remote work, puis le nomade digitalisme. Ben l'entrevue est pour vous. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Mon invité d'aujourd'hui, je pense que je pourrais pas trouver mieux pour parler de digital nomade. Je pense que dans la francophonie, c'est définitivement un des leaders. Il a conseillé un paquet de nomades, dont moi. Je pense aussi qu'il a voyagé pas mal partout à travers le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il est live en direct de Sinaloa, du Mexique, dans une maison de cartel. Ambroise Debray, bonjour, comment ça va? Salut Benoît, super et toi? Comment se porte le cartel? Ben écoute, plutôt bien, là, l'argent rentre, y a des valises de cash qui sont arrivées tout à l'heure, tout va bien.
Ben, sans farce, t'es au Mexique, mais où exactement au Mexique, Ambroise? Ouais, alors je suis au Mexique, je suis dans une ville qui s'appelle Valle de Bravo. C'est une ville qui est à 2 heures de route à l'ouest de Mexico City. Donc, on n'est pas dans Sinaloa, là. On n'est pas dans Sinaloa, on n'est pas très très loin. Et je m'en rapprocherai là lundi, mais non, c'est plutôt ville tranquille au bord d'un lac, sur des montagnes. D'accord, la belle vie, quoi. Pas mal. Génial. Donc, Ambroise, dans le fond, c'est ça. Toi, tu es vraiment une sommité dans le monde de la francophonie pour ce qui est le digital nomadisme. Comme je disais, tu m'as aidé, tu as aidé un paquet de personnes. Dis-moi, Ambroise, tu penses que tu es la meilleure personne pour nous le définir? C'est quoi exactement un digital nomade? Alors, digital nomade, c'est deux mots. Tu as le côté digital, qui veut dire pouvoir travailler en ligne grâce à Internet. Et le côté nomade. À la base, c'était des ethnies d'Afrique du Nord qui se déplaçaient en permanence. Et maintenant, nous, les gens comme toi et moi, on se déplace en travaillant grâce à nos ordi pour aller là où on nous traite le mieux. En général, les endroits où il fait bon vivre, où on peut faire du surf, où il fait chaud, où la vie est pas chère, où on est bien, quoi. Ouais. D'accord. Puis, est-ce que c'est vraiment, lorsqu'on fait une référence à un digital nomade, est-ce qu'on fait référence à quelqu'un qui travaille seulement à son compte ou ça peut être un employé? Comment ça fonctionne? Ouais, alors moi, j'identifie en fait trois types d'activités pour être nomade. Parce que pour être nomade, le principal truc, en fait, c'est d'arriver à gagner sa vie en ligne. Ok. Après, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu bouges souvent ou pas. Mais donc, les trois différentes voies. La première, c'est d'être employé à distance. Donc, soit tu as un job actuellement physique et tu arrives à le transformer en job à distance, soit tu trouves un job qui est directement remote. Deuxième option, c'est d'être freelance. Donc, vendre ses services, ses compétences sous forme de services à des entreprises et être payé en retour. Et puis, troisième option, c'est d'être entrepreneur web. Donc là, en général, soit vendre des produits digitaux, formation, e-book, c'est un petit peu moins en ce moment, e-commerce, ou alors créer des logiciels ou des software as a service. C'est ça les trois grandes voies pour devenir nomade. Ça, c'est la partie gagner sa vie en ligne. Puis après, la partie voyage, déplacement, ça, c'est plus de la logistique, de visa, de tout ça là. Ah oui, la partie vraiment le fun. Dis-moi, Ambroise, comment tu as commencé ça? Qu'est-ce qui t'a donné le goût, justement, on a tous nos raisons. J'aimerais savoir, c'est quoi la tienne? Ouais, alors moi, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, je suis né en Allemagne. Je suis français, je suis né en Allemagne. Mes parents ont habité dans différents pays. J'ai habité aussi en Angleterre, juste après l'Allemagne, quand j'étais petit. Et je suis arrivé en France, en fait, à 4 ans. Donc déjà, j'avais déjà voyagé un petit peu avant ce moment-là. Et puis, après, j'ai décidé à 18 ans d'aller faire mes études à Montréal. C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Et puis, donc là, je vivais à l'étranger. J'étais plus dans le style de vie étudiant, mais expatrié aussi. Et en 2013, j'ai un professeur d'entrepreneuriat à HEC, Claude Ananou, qui me présente la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Il amène ça en classe. Tu vas pour te dire, le prof plutôt cool. Et je le lis. Et à ce moment-là, je vois que mon objectif, c'est vraiment d'arriver à ça, tu vois. Gagner ma vie en ligne pour pouvoir voyager et en fait avoir la vie que je veux selon mes objectifs. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce que je fais, aussi bien mes choix de spécialité HEC Montréal, mes choix de side project, etc., c'est vraiment pour arriver à cet objectif de gagner ma vie en ligne. Et donc, je teste à ce moment-là le freelancing, le e-commerce, de créer des événements, de créer des startups, etc. Et puis, petit à petit, ça fait son chemin. Et en 2017, en mars 2017, je quitte ma job. J'avais fait bac, maîtrise, j'avais une job de product owner, growth hacker chez les pages jaunes, bien payé, bien reconnu, etc. Et je quitte ça en mars 2017 pour partir avec un aller simple vers l'Asie. Et là, continuer mes projets de freelancing, commencer à lancer ma startup de course à pied. Et depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté, quoi. J'étais resté plus basé à Montréal jusqu'à cet été, entre 3 et 6 mois par an en voyage. Et là, maintenant, je suis full-time nomade. J'étais cet automne à Lisbonne, on s'est vu là-bas. Maintenant, je suis au Mexique. Peut-être qu'après, j'irai en Colombie. On sait pas, on va voir. Wow! Bon, c'est tout un parcours, ça. Puis là, présentement, là, avant que je te pose la question, combien de pays tu as visité exactement? 37. Wow! Il y a combien de pays dans le monde? 193, je crois, officiellement. Oh, t'es pas loin. Donc, j'ai encore un peu de chemin, mais j'y travaille. Puis là, présentement, en tant que nomade digital, toi, tu parlais tantôt justement de forme de rémunération et tout. Toi, comment ça fonctionne exactement de ton côté? Alors, de mon côté, j'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Je suis un peu un touche-à-tout, etc. J'essaie de me focus de plus en plus pour avancer plus loin dans ce que je fais. Mais en ce moment, je te dirais que
un quart de mon temps, je le passe en freelancing en tant que growth hacker pour des PME et startups, aussi bien au Québec qu'en Europe. Et puis les 3 quarts de mon temps, je les passe à créer du contenu, accompagner des personnes à se lancer en freelance, faire décoller leur carrière, et puis eux aussi devenir digital nomades. D'accord, vraiment un coach en freelance qui ou du moins quand même pas, c'est plus un coach en fait en digital nomadisme carrément parce que c'est la valeur ajoutée à ton offre, j'imagine, non? Ouais, bah moi c'est plus vraiment le freelancing mais avec un peu une saveur et des astuces digital nomades qui marchent peu importe si tu es chez toi dans ton chalet là et que tu habites là-bas ou tu veux voyager comme moi. Tu sais, ça marche peu importe où tu es. Ça peut être juste des trucs d'avoir une adresse virtuelle, tu vois, moi j'ai un coworking à Montréal qui reçoit mon courrier, qui me le scanne, qui me l'envoie. Comment organiser tes comptes bancaires, tous tes trucs comme ça pour que ça marche, peu importe où t'es, tu vois. Et que ce comment soit ne pas payer des tests de COVID. Ouais, entre autres. J'ai toujours eu ce côté un petit peu optimisation, life hacking, tu sais. D'ailleurs, toi aussi, je sais. Ce serait cool que tu nous expliques ça. D'ailleurs, l'histoire du test de COVID gratuit, je la trouvais bien bonne. J'aimerais, mais tu me rappelles encore un peu. Ouais. Bah écoute, je peux te raconter ça. Je vais essayer de faire rapide parce que c'est toute une histoire là. Donc c'était cet automne, automne 2020 à Lisbonne. J'étais là-bas en tant que nomade pour quelques mois. Et puis là, j'ai des amis qui viennent me voir de France, passer un week-end, juste avant que la France confine d'ailleurs. Et mes amis rentrent en France. Et là, j'ai un ami qui se fait tester positif au Covid. Bon. La semaine d'avant, j'étais aussi en road trip dans le sud du Portugal et j'avais vu des gens là-bas et il y a une des personnes qui est testée positif au Covid. Donc, j'étais double cas contact du Covid. Ça commence bien. Et là, je me dis, OK, pour reprendre une vie normale, une vie sociale, il faut que je me fasse tester pour être sûr que je l'ai ou que je l'ai pas, tu vois, mais en tout cas, aller de l'avant. Et là, je me renseigne au Portugal pour faire le test Covid par le système de santé publique. Je fais les trucs, j'appelle les numéros, je remplis les formulaires, j'attends. Au bout d'une semaine, il se passe rien et je vois qu'il se passera rien. Ils n'avaient pas envie de m'aider là-dessus. Et je remarque que pour faire le test Covid par moi-même, c'était 100 €. Je me dis, bon, 100 €, OK, je peux me le permettre, mais c'est quand même une somme. Si je peux éviter de le payer, tu vois, c'est pour les autres aussi que je fais ce truc-là. Comment est-ce que je peux faire? Et là, je me souviens qu'il y a une amie, Marie, qui d'ailleurs a suivi ma formation, qui m'avait parlé de si tu allais aux Açores ou à Madère, donc des îles du Portugal, ils t'offraient un test gratuit du Covid. Et donc là, ça commence à germer dans ma tête. Je check et en fait, j'ai regardé pour faire un aller-retour un aller simple pour aller aux Açores, c'était 10 € par Ryanair. Wow. Sachant que c'est un vol de 2h30 quand même, était un peu au milieu de l'océan Atlantique. Donc je me dis, OK, je vais faire ça. Et finalement, je me dis, tant qu'à faire, autant prendre un aller-retour pour 10 € de plus, donc aller-retour pour 20 €. Et il restait une semaine. C'est quoi les chances dans ma vie que je vais avoir d'aller aux Açores, sur une petite île au milieu de l'océan? Donc je fais ça en me disant, je vais faire le test grâce à ça. Peut-être ça deviendra positif, peut-être négatif, mais en tout cas, je saurai. Et ça m'a coûté 5 fois moins cher que de faire le vrai test Covid. Voilà. Et donc là, je fais le test Covid. Je suis négatif. Et donc, je pars 2 jours après, j'ai été dans un avion pour aller aux Açores en pandémie. Et j'ai pu visiter cette petite... j'ai été sur l'île de San Miguel aux Açores. Et en plus, j'ai réussi à pas payer vraiment la totalité de mon logement là-bas parce qu'il y avait un nouveau concept de co-living, un peu Airbnb pour nomades qui se lançait, qui s'appelle Floasis. Et donc, j'avais le droit à quelques nuits gratuites pour tester un endroit qui était super cool. Et donc, voilà. Nice. C'est l'histoire de comment je suis allé aux Açores pendant une semaine pour 80 € tout inclus, quoi. Wow. Un vrai life hack. Un vrai life hack. Donc, petite question pour toi, Ambroise. Pour quelqu'un qui veut commencer comme digital nomade, qu'est-ce que tu suggérais comme principaux endroits? Ouais. Alors, par rapport à ça, déjà, c'est un mode de vie qui est vraiment différent de ce qu'on connaît, ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est né, à l'école, études, travail, acheter un appartement, une maison, etc. Avant de se lancer à fond dedans, il vaut mieux prendre le temps de le tester, tu vois. Par exemple, si tu es employé, te prendre une semaine de congé où tu vas te mettre quelque part, où tu loues un Airbnb, quelque part que tu connais pas, où tu connais personne, et travailler sur un projet professionnel, tu vois. Comme ça, tu auras testé le côté de partir quelque part tout seul que tu connais pas, de travailler et tu vas voir comment tu te sens. Première étape. Ensuite, si tu vois que ça te plaît et que tu as envie d'aller plus loin, là, il y a des endroits quand même qui sont très prisés par les nomades.
Donc, t'as l'Amérique latine. Ça, par rapport à ça, je dirais de commencer par un endroit plus confortable. C'est comme Playa del Carmen où j'étais, là, c'est assez touristique. Il y a de tout, tu trouves tout ce que tu veux. Internet est bon, il y a des nomades. Et après, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de nomades aussi qui sont en Asie du Sud-Est. Tu y as été, j'y ai été aussi. Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Bali. Ça, c'est des endroits que les nomades aiment bien. Et puis aussi en Europe, il y a plein de destinations. En Afrique, de plus en plus aussi. Donc voilà, c'est dépendamment aussi des envies de chacun. Tu vois, moi, je sais que après 10 ans basé à Montréal, j'ai envie de plage, de mer et tout ça, tu sais, et de chaleur. Donc là, j'étais sur la côte est du Mexique. Là, je vais sur la côte ouest. Après, si je vais en Colombie, ce sera au bord de la mer, tu vois. C'est aussi savoir ce que tu as envie. Et moi, je connais des nomades qui détestent la plage, détestent les endroits touristiques et ils vont dans des petites villes comme ça, autres. Tu sais. Donc, c'est vraiment selon les envies de chacun, mais commencer petit à petit et puis aller de plus en plus loin là-dedans. Ouais, définitivement. Puis, ton endroit préféré, ce serait lequel, toi, par hasard? Y en a-tu un, en fait? Bah, en fait, j'ai pas forcément d'endroit préféré. Chaque endroit est cool pour différentes choses. Il y a des endroits, par contre, dans lesquels je suis allé une fois ou plusieurs fois, où je me sens vraiment bien, où je suis resté assez longtemps et que je considère un peu comme des deuxièmes maisons. Tu vois, par exemple, Lisbonne. Lisbonne, j'ai été 2 fois, je suis resté 3 mois en tout. Si tu me parachutes demain là-bas, je sais comment ça marche, je sais où aller, je sais tout ça. Tu sais. Si, par exemple, Buenos Aires en Argentine, j'ai habité 6 mois. Playa del Carmen au Mexique, j'ai été 2 fois aussi, je connais parfaitement. Tu sais. Donc, je te dirais que ces endroits-là, ça dépend de tes envies du moment. C'est ça le côté cool aussi, c'est de te dire, cette année, j'ai plus envie d'aller faire du ski. Tu vas aller te mettre en Bulgarie, aller dans les Alpes, aller dans la Cordillère des Andes, n'importe. Si une année, tu as plus envie de faire du surf, tu vas aller en tour au Portugal, sur la côte pacifique du Mexique, à Bali, tu vois. C'est ça, c'est vraiment aller là où ce que tu as envie de faire est possible et aussi là où on te traite le mieux, tu vois. Ouais, tout à fait. Puis, mettons, là, on avait à sortir des avantages puis des avantages du digital nomadisme. Mettons que 3 avantages. Ouais. Les 3 qui te viennent en tête, les premiers. Okay. Lesquels sont-ils? Liberté totale d'être où tu veux, quand tu veux. Dans ton activité professionnelle aussi, de travailler pour qui tu veux. C'est aussi côté entrepreneuriat. Je te dirais aussi avoir doublé, voire triplé ton niveau de vie. En étant au Mexique, là, j'ai une qualité de vie qui est incomparable à ce que je pourrais avoir en France ou au Québec. Toute la vie coûte moins cher. Tu peux te permettre des choses forcément d'habitude, tout en dépensant. Et donc, tu peux aussi plus, etc. Donc ça, c'est quand même très nice. Et puis, je te dirais, 3e avantage, tu m'as demandé, faire des activités que tu pourrais pas faire là où tu es basé d'habitude. Par exemple, toi, je sais que tu es un grand fan de surf. Ça se voit derrière toi, il y a une planche de surf. Où ça? Moi, j'aime bien le surf. Il y a aussi la plongée, par exemple. Ouais. La plongée, par exemple, tu vois, j'ai pu plonger en Thaïlande, au Vietnam, à Bali, au Mexique. C'est un truc qui te suit partout. Et je sais qu'il y en a pour qui ça va être le kitesurf, il y en a pour qui ça va être la cuisine. Peu importe, tu vois, mais c'est suivre tes passions là où elles peuvent être faites le mieux, tu vois. Et j'adore Montréal, mais surfer à Montréal, je l'ai fait sur Saint-Laurent, c'est sympa à 5 minutes, mais c'est pas ça. Plonger, tu peux le faire dans Saint-Laurent, mais tu vois pas grand-chose à part la pollution, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis surfer dans le Saint-Laurent aussi, c'est dangereux. Tu peux ressortir avec un troisième œil. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, on va sortir des désavantages, des inconvénients, plutôt. 3. Ouais, alors, désavantages, il y a le côté que t'es un petit peu à contre-courant de tous ceux que la société est en train de vivre, tu sais. Moi, j'ai des amis qui se marient en France, qui achètent des maisons, qui ont des enfants. Moi, je dis pas que c'est quelque chose que je veux pas après, mais c'est pas forcément tout de suite. Et du coup, t'es un peu à contre-courant, tu sais. Et ça se peut très bien que tes amis d'enfance, etc., ou ta famille comprennent pas forcément ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Bon, plus ça va, plus tu expliques, plus ils comprennent. Mais il y aura toujours ce truc de, voilà. Tu sais, même mes grands-parents, ils me disaient toujours, quand est-ce que tu vas rentrer en France après Montréal? Tu sais, ce côté-là. Deuxième désavantage qu'il faut apprendre à apprécier, mais ça peut être la solitude. Quand tu pars tout seul quelque part, oui, tu vas être tout seul et c'est inconfortable.
ça peut être stressant, mais je trouve que c'est un des plus grosses qualités que tu peux avoir, c'est d'apprendre à être bien avec toi-même et de juste rely sur toi-même, tu vois, de te faire confiance. Et tu sais, finalement, quand tu remarques qu'il y a assez peu de gens qui vont passer des semaines ou des mois tout seuls quelque part, et il y a ce genre de compréhension de toi-même qui vient avec ça, qui est hyper important pour tout. C'est de savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. Et puis aussi de savoir, quand on a besoin, aller vers les autres, te faire des amis, etc. Ça, je trouve que c'est assez cool. Mais voilà, je le mets quand même en désavantage parce que c'est pas forcément drôle tous les jours et il faut apprendre à vivre avec. Troisième désavantage, C'est dur d'en trouver. Peut-être je te dirais au niveau vie amoureuse, vie de couple, tu sais. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement, qui a bien plu à beaucoup de monde, sur comment être en couple et nomade. Et c'est sûr que si t'es déjà en couple avec quelqu'un là et que vous décidez tous les deux de devenir nomade, parfait, tu sais. Bon, après, ça marche pas. Alex et MJ. J'ai aussi un autre pote, Alexander et Elisabeth, tu vois. Il y en a pour qui ça marche. Après, te mettre en couple quand t'es sur la route, c'est plus touchy parce qu'il y a des différences culturelles. C'est pas forcément des gens qui sont nomades aussi, tu sais. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais voilà, tu vois, moi, c'est un de mes critères de dating maintenant, de dating sérieux, tu sais, c'est OK, il faut que la fille, elle puisse travailler à distance et qu'elle a envie de le faire. Donc, avec un mode de vie comme le tien, ouais, j'imagine, parce que sinon, ça représente un frein, ou du moins, il y a pas un frein, mais il y a une incohérence entre tes objectifs. Ouais, ça fait du sens. Ouais, t'es un peu tiraillé. Et puis voilà, aussi, développer une relation, tu sais, ça prend du temps. Si tu changes d'endroit tous les mois, que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux voyager, tu sais, pour te dire, OK, on est bien ensemble, on a envie de voyager et de le tester, je te pense qu'il faut au moins, tu sais, peut-être 2-3 mois un endroit. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Ouais. Donc, voilà. Je sais que toi, par exemple, tu as un mode de voyage un peu différent du mien où toi, tu vas rester plutôt peut-être 3-6 mois ou plus par endroit. Ça dépend. Voilà. Mais ouais, ça dépend. Moi, c'est plutôt entre 1 mois et demi et 3 mois, tu sais, donc c'est ça. Nice. Puis, écoute, ça fait pas mal de tours sur ce qui est le digital nomadisme. Mais là, il y a une autre affaire que je trouve intéressante, puis c'est un autre sujet qu'on peut définitivement parler ensemble, puis qui va peut-être aussi résonner avec nos auditeurs pas mal, c'est le remote work. Parce que là, présentement, avec ce qui se passe avec le COVID, que tu sois nomade ou pas, là, t'as comme pas vraiment le choix de faire du remote work. Ma première question par rapport à ça, penses-tu que moi, je pense que je connais déjà ta réponse, mais penses-tu qu'une fois que le COVID va être derrière nous, du moins, ça va être relativement derrière nous, avec les expériences qu'on a vécues là, penses-tu que les entreprises vont être plus ouvertes à laisser les employés partir, travailler à Bali 6 mois, ou tu sais, peu importe, penses-tu que c'est quelque chose qui va être un petit peu plus accepté maintenant que les gens ont fait face à ça puis qu'ils ont dû s'adapter puis le vivre, dans le fond? Ouais, c'est clair que ça a été un énorme élément déclencheur du remote work, là, la Covid. Bon, avec peu importe tout le bien ou le mal que ça a apporté, mais au moins, il n'y a pas eu le choix. Donc, tout s'est mis en place pour que ça arrive. Et donc, toutes les boîtes qui, de base, étaient très venez au bureau, on a un meeting à 9h, un meeting, etc. Tout ça, c'est devenu plus flexible et ça s'est passé en ligne, sur Zoom ou autre. Et donc, moi, ça fait des années que je suis à fond pour le remote work. Tu vois, même quand j'étais employé, j'essayais de petit à petit prendre plus de temps en remote. Et pour moi, ça a énormément d'avantages, aussi bien pour les employés que pour l'entreprise, tu vois. Pour l'entreprise, avoir des employés qui sont heureux, qui peuvent gérer leur emploi du temps, qui perdent moins de temps dans les transports. Il y en a qui passent des heures et des heures par jour en commute. Je pense que c'est énorme. Et puis, ça enlève aussi beaucoup de bullshit autour des jobs. Tu vois, il y a des meetings qui n'ont pas lieu d'être. Il y a de la vie il y a de la vie de bureau. C'est normal d'avoir la vie de bureau, de parler avec tes collègues. Mais il y en a qui, moi, je me souviens, quand je travaillais, il y en a qui, tu te demandes ce qu'ils ont fait dans leur journée, tu sais. Ils vont de café en café, de faux meeting en faux meeting. Et tu sais, bon. Au moins, le remote work, c'est plus, je trouve, évalué par rapport à ta performance que par rapport au temps que tu vas passer effectivement sur ton lieu de travail, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc très français, par exemple, à Paris. C'est vraiment le temps que tu vas passer sur place plutôt que le travail que tu produis qui est pris en compte. Et donc, le remote work, ça apporte ça. Et les entreprises, l'ont vu. Elles ont pu réduire leurs coûts de bureau, tu sais. Par exemple, tout l'été, puis avoir la clim qui tourne à fond, l'air climatisé, tu sais. Ça économise des coûts. Plus avoir de bureau, ça économise des coûts aussi. C'est sûr. Et
là, j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des programmes pour que les gens puissent travailler à distance. Il y aura quand même une partie du travail à être fait sur place. Tu vois, ils te font comprendre qu'il faudra quand même être sur place, que les gens te connaissent, etc., pour avoir des promotions et tout ça. Mais toute l'infrastructure sera en place pour travailler à distance. Et ça, c'est quand même cool. Et tu le vois même déjà depuis des années, en fait, les startups, précurseurs dans ce monde-là, en Silicon Valley, etc., ont déjà mis en place des trucs comme ça. Par exemple, tu as WordPress. WordPress, ils avaient, je crois, 2 bureaux à San Francisco. Ouais. Mais les développeurs WordPress, ils allaient pratiquement pas au bureau. Qui a envie de se faire 2 heures de commute par jour? Donc, ils avaient déjà fermé un bureau sur ces 2-là. Tu vois, donc il en restait juste un. Et c'était vraiment open space, t'y vas quand tu veux, etc. Et de plus en plus de boîtes font comme ça. Et puis, tu as aussi des boîtes qui, depuis le day zero, étaient 100% remote, tu vois. C'est ça, ouais. Nous, en marketing, on connaît Zapier, on connaît Buffer, etc. Exact. 100% remote depuis le début. Et ça va très bien. Oui, le contact humain est important. Et ils font des retraites, c'est 1 ou 2 fois par an. Ils envoient tout le monde, je sais pas, en Floride. Ouais. Tout le monde se rencontre en vrai et tout, c'est cool. Et voilà. Et ça, je pense que ça va être quand même important de le mettre en place parce que là, il y a des gens qui ont commencé à des jobs pendant la Covid ou juste au début qui n'ont jamais rencontré leurs collègues en vrai. Et ça, c'est pas top, tu vois. Moi, les personnes avec qui je travaille, par exemple en freelance, il y a Victor qui est un peu mon bras droit marketing. Lui, on s'est vu, on a passé du temps à Montréal à coworker ensemble. Il y a aussi Emeline, mon assistante. On a failli se voir hier d'ailleurs à l'aéroport de Mexico parce que elle habite au Mexique. À 1 demi-heure près, on se serait vu en vrai, tu vois, on s'est pas vu, mais voilà. Je pense que le côté humain en personne est quand même super important. Et justement, moi, j'aimerais bien organiser des genres de retraites pour, un peu des genres de mastermind en personne pour des freelances, pour vraiment les booster, ou alors des premières expériences pour les nomades. Tu vois, mettons, tu veux tester le nomadisme, ok, t'as 1 semaine dans une villa avec plein de nouveaux nomades qui travaillent, tu vois, et tu peux avoir accès à ça. Et je pense que le remote work, c'est à l'époque, on voyait ça comme le futur. Maintenant, c'est le présent et tout le monde a intérêt à s'y mettre, tu vois, si on veut pas être laissé de côté. Absolument. Ouais, définitivement. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas eu le choix de s'adapter à ça. Puis ça a causé beaucoup de maux de tête, je pense, puis beaucoup d'inquiétudes de la part de plusieurs entreprises, à savoir comment est-ce qu'on peut mesurer la performance de nos employés, comment faire pour savoir s'ils travaillent, comment on va faire pour bien communiquer. Ça a été imposé rapidement. Donc, par rapport à tout ça, j'ai une question pour toi. Il y a vraiment beaucoup pas d'extensions, mais d'applications ou de software que tu lis, qu'on peut utiliser pour travailler dans le remote work. Et selon toi, c'est quoi les principales? Ouais, alors je te dirais, Zoom ou un autre outil pour parler en vidéo, parce que le travail asynchrone, c'est bien, mais de temps en temps, avoir un meeting, ça permet de parler d'autres choses, tu vois, d'aller plus loin que juste commenter sur une tâche, tu sais. Donc, outil de communication vidéo. Après, outil de communication asynchrone, je te dirais, un Slack, c'est toujours pratique pour parler en message instantané. C'est quoi Slack? C'est pour les gens qui savent pas, c'est quoi exactement? C'est comme un genre de chat, c'est ça? Slack, c'est un outil qui remplace l'email, en fait. T'as différents canaux de communication. Tu peux parler de 1 à 1. Ça a ce côté un peu message instantané, mais moi, je l'utilise, tu vois, la personne, quand elle est connectée, quand elle a le temps, elle va voir, tu vois, il n'y a pas d'urgence non plus par rapport à ça. Exact. Donc, un Slack. Après, aussi un outil de gestion de projets et de tâches. Moi, j'utilise Asana, par exemple. Et ça, c'est très pratique pour être efficace parce que tu t'assignes des tâches ou des projets à quelqu'un. Et si la personne a une question par rapport à ça, elle peut répondre en commentaire directement sur la tâche, tu vois. Ça évite de devoir dire dans un appel ou sur Slack par rapport à telle tâche de tel projet, voilà ce que je voudrais dire, tu vois, t'as un contexte relié à ça. Donc, un outil de gestion de projet. Qu'est-ce que je dirais ensuite? Des outils de collaboration, tu vois, de documents, toute la suite Google. Tu peux pas te tromper avec ça, là. Google Docs, Google Sheets, Google Presentation, là. Ça, c'est très utile. Parce que après, je pense qu'au-delà de ça, avec Google, c'est que c'est bon, comparativement, mettons, avec PowerPoint, ou pas PowerPoint, là, mais je veux dire Microsoft Word, puis toute la série, c'est que Google, c'est en ligne, c'est interactif, c'est instantané. Hein. Donc, si quelqu'un modifie quelque chose, l'autre personne qui est à Sherbrooke va le voir tout de suite, ça va être instantané. Tu n'as pas besoin de faire de va-et-vient de courriel infini avec une version qui n'est plus la bonne, puis l'autre qui, après ça, c'est tout mélangeant. C'est tout
on the spot. Ouais. OK, cool. Ouais. Bah, tout ce qui peut permettre de je veux dire. Je pense qu'avec ça, déjà, t'es pas mal. Hein. Ouais. Puis je vais vous en donner après, aussi. dépendamment de ce que tu fais que j'aime bien, ça s'appelle. En fait, c'est une extension. Ça marche pas sur toutes les serveurs, pas les serveurs, mais les browsers Internet. Mais ça s'appelle Newsfeed Eradicator. Moi, je l'aime bien parce que ça enlève complètement le newsfeed Facebook. Parce que ça peut être contre-productif des fois, souvent, tout le temps. Donc, moi, je l'enlève. Puis au début, c'était difficile parce que tu prends l'habitude de retourner sur Facebook pour aller voir ce qui se passe pendant quelques secondes. Mais tu sais, c'est ces quelques secondes-là qui te défocus de ton objectif puis qui te fait perdre tes trucs. Puis là, quand tu le fais puis tu arrives sur le truc, tu finis par réaliser, t'es comme, mon Dieu, j'avais vraiment pris l'habitude d'aller souvent là-dessus. Puis finalement, tu finis par le perdre au bout du temps. Tu sais, j'ai toujours Facebook sur mon téléphone. Donc, quand je l'ouvre, je peux regarder, mais ça fait vraiment une bonne différence sur le travail. En tout cas, pour moi, ça a vraiment fait une bonne différence. Ouais, bah moi, je l'ai aussi depuis pas mal plusieurs années, celui-là. Ouais. Et peut-être pas un outil, mais une habitude pour être plus productif aussi en général, mais aussi en remote work, moi, j'ai un créneau. En général, c'est l'après-midi, juste après avoir mangé le lunch, tu sais. Là où je sais que je suis le moins productif, c'est là, justement, que je vais traiter mes emails et mes réseaux sociaux. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil le matin et un autre l'après-midi, mais j'ai vraiment ce créneau d'une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, où je m'occupe de ça, tu vois. Et tous les jours, c'est fait. Ça veut dire que le reste du temps, oui, tu peux aller checker tes notifications, etc. Mais je vais pas forcément y répondre, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, ça évite de tout le temps être à regarder, tiens, j'ai une notification, qu'est-ce que c'est, etc. Tu sais. C'est ça, hein, parce que quand on est en remote work, on est un peu plus laissé à soi-même. Donc, il faut vraiment... Moi, ça a été marquant au début, mais c'est se faire une discipline. C'est difficile, c'est vraiment pas facile au début, c'est de dire, OK, ben là, je vais regarder les courriels à ce temps-ci, puis tu sais, t'organises ton propre horaire. C'est quelque chose qui... c'est sûr que dans une organisation, ça peut être un petit peu différent parce qu'ils ont déjà leurs horaires et tout, mais bon, définitivement. Puis bien séparer aussi ton perso et ton pro si tu peux. Se forcer à prendre des pauses. Moi, je suis le genre de personne qui, quand je suis en mode work, et je peux travailler 4 heures de suite sans lever les yeux de mon écran. Mais c'est pas le plus productif en final. Effectivement, tu as bien raison. Écoute, Ambroise, merci beaucoup. Super intéressant comme entrevue. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Encore une fois, chaque fois qu'on se parle, j'apprends quelque chose d'intéressant. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour les conseils que tu m'as donnés. Merci pour l'invitation. Puis, là-dessus, je te souhaite une bonne journée. Hola, señor. Buen día. Merci. Obrigado.